Nous savons tous ce qui s'est passé ces derniers mois au Togo, euh, euh, la nouvelle constitution taillée sur mesure pour Faure Gnassingbé qui a été fabriquée notamment par les députés, et puis après les élections législatives, avec les résultats qui s'en sont sortis, et l'Assemblée nationale pratiquement monocolore qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, lorsque les manœuvres avaient commencé pour modifier la Constitution, on se rappelle que Kofi Yamnian, qui est un homme politique togolais, avait lancé un appel à tous ses compatriotes, un appel pour que les gens puissent s'organiser pour faire échec à ce projet totalement funeste de faire du Togo une monarchie de fait incarnée par le clan Gnassingbé. Et donc, on avait fait écho de cet appel de Kofi Annan sur notre site internet L'Alternative. Et après, le régime a continué, en faisant la sourde oreille, a continué à mettre en place son assemblée monocolore, son dispositif de changement de constitution, qui permet à Faure Gnassingbé d'avoir aujourd'hui un pouvoir à vie. Et on a vu aussi que avec les dernières élections, l'opposition, en tout cas ce qu'il en reste, est sortie totalement très affaiblie. Pas parce que le peuple n'est pas engagé, mais beaucoup plus parce que cette opposition n'arrive plus aujourd'hui à trouver les éléments qui permettent de faire de la mobilisation. Et donc, on était dans une dépression politique pendant un bout de temps, depuis la dernière présidentielle de 2020, et jusqu'au décès de Kodjo et d'Agboume après. Et aujourd'hui, certains ont trouvé nécessaire de se réorganiser par rapport à ce projet qui fait de Faure Gnassingbé carrément un monarque de droit divin sur le Togo. Et donc, l'appel de Kofi Yamnian a suivi son cours. Et depuis quelques jours, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une initiative qui a été rendue publique avec une dénomination, à savoir Freedom Togo. Donc, un appel qui a agrégé un certain nombre de personnalités qui ont pris le temps de travailler pendant quelques semaines pour ressortir depuis la diaspora une initiative qui permettra de remobiliser les Togolais et de retourner à l'assaut du régime. Donc, moi, je voulais placer rapidement un mot pour dire de telles initiatives sont à saluer parce que quand vous êtes un homme politique, les échecs ne doivent pas être pour vous la fin de toute chose. Il faut savoir se réorganiser pour se relancer dans la lutte. Et il n'y a qu'aujourd'hui des Togolais qui sont conscients, qui comprennent qu'il faut se réorganiser. Il y a ceux qui sont défaitistes, qui disent « ouais, il faut abandonner tout ça, on n'a pas les moyens, on ne peut plus rien, le régime est trop fort ». Mais ce n'est pas des postures qui vont nous aider à reprendre la lutte. Donc, il y a cette initiative de Freedom Togo qui a été rendue publique par un communiqué il y a quelques jours. Et le lancement est prévu pour le 20 juillet prochain. Et je l'ai dit tantôt, c'est une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Et le plus grand cadeau que M. Faure Gnassingbé a eu à faire aujourd'hui aux forces démocratiques qui sont en train de combattre son régime, c'est d'avoir supprimé l'élection présidentielle. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils en sont rendus compte, mais le fait qu'ils ont voté une nouvelle constitution qui instaure le régime parlementaire et qui supprime de facto l'élection présidentielle, cela est un atout indéniable pour les forces démocratiques. Quand je parle des forces démocratiques, c'est l'ensemble de toutes les forces qui s'organisent pour le départ de ce régime, donc pas forcément des termes d'opposants, mais tous ceux qui se disent mais c'est notre pays, on ne peut pas le laisser dans les mains de quelques individus. Et donc, c'est un cadeau de telle sorte que pendant 34 ans de lutte démocratique, les ambitions des leaders, qu'elles soient légitimes ou non, ont été les éléments majeurs qui ont fragilisé l'opposition.
Et c'est sur ces ambitions des leaders que le régime a joué pour fragiliser pendant longtemps l'opposition. Ils ont opposé les uns aux autres se sont opposés eux-mêmes, donc ils se sont neutralisés au sein de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a plus d'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y a encore 6 mois, il y avait quelques leaders qui se préparaient pour la prochaine présidentielle de 2025. Aujourd'hui, il n'y a plus d'élection présidentielle. Il n'y a plus véritablement d'enjeu. Sinon, le seul enjeu, c'est de s'organiser pour faire tomber le régime ou pour se défaire de cette dictature-là. Et donc, c'est une opportunité que les gens doivent saisir au-delà de leur clan, au-delà de leur chapelle politique, au-delà des ethnies et de tout ce que nous sommes. C'est le moment de saisir cette occasion pour s'organiser, pour dégager le régime. Parce qu'il n'y a plus de rivalité. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire, bon, je ne vais pas être dans cette organisation parce que j'ai des ambitions, ou bien Kodjo est mon rival, Kossi est mon rival et tout ça. Non. Aujourd'hui, le seul objectif aujourd'hui qui importe, c'est comment se défaire de la dictature. Et pour se défaire de la dictature, il faut se réorganiser. Et pour se réorganiser, il faut que les uns et les autres comprennent que les initiatives isolées, les méthodes éculées qu'on a toujours utilisées ne vont pas nous permettre d'arriver au bout de ce système. Donc, cette initiative qui est à saluer, qui est encouragée, doit être une initiative inclusive, rassembler le plus grand nombre de personnes et se réorganiser pour se déporter sur le terrain. C'est important parce qu'on entend les gens dire « Ah oui, ce sont les gens de la diaspora, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne peuvent pas faire grand-chose, c'est les gens du terrain qui ont tout. » Moi-même, j'étais sur le terrain avant de partir. Aujourd'hui, je peux estimer en toute modestie que ce que je fais de l'extérieur a plus d'impact même que quand j'étais sur le terrain. Parce que quand j'étais sur le terrain, le danger était permanent. Ce n'est pas que le danger n'est pas ici, là où je suis, mais le danger était permanent sur le terrain. Et donc, il fallait faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait parfois. Mais ici, la parole est plus ou moins libérée et avec les réseaux sociaux, on peut facilement s'adresser au pays et avoir de l'impact. Et donc, les gens m'ont dit, oui, bon, ceux qui s'organisent sont dans la diaspora, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent faire beaucoup de choses. L'organisation qu'ils sont en train de refaire dans la diaspora, ils vont le déporter au pays. Donc, il y a toute une continuité, une symbiose qu'il faut avoir avec les forces qui sont au pays pour pouvoir avancer. Et je voudrais rappeler à ceux qui parfois perdent la culture politique que les plus grands leaders qui se sont imposés dans leur pays ont toujours agi de l'extérieur. Le Parti communiste, par exemple, beaucoup ne le savent pas. Le Parti communiste a tiré ses sources, ses origines en France, où Mao était en France ici. Et puis, beaucoup de cadres du Parti communiste chinois étaient en France ici, particulièrement à Montargis. Deng Xiaoping, qui a fait la plus grande réforme après Mao Tse-tung, était à Montargis, ici en France. Et c'est de là qu'ils ont peaufiné les idées en militant dans les cellules gauchistes et tout ça. Ils se sont vraiment formés pour se déporter au pays. L'ayatollah Khomeini, le père de la révolution iranienne, était en France. Et c'est depuis la France qu'ils ont organisé la révolution de 79 en Iran. Et il lisait même son Coran sous les arbres ici, entouré de tous les journalistes de gauche qui le filmaient. Et on a vu plus proche de nous les Kagame, et les Kabila et tout autre. C'est des gens qui se sont réorganisés de l'extérieur et ont trouvé les moyens pour rentrer dans leur pays. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère le poids de la diaspora et ce que la diaspora est capable de faire, surtout quand les forces qui sont à l'intérieur sont fatiguées. Quand les forces qui combattent de l'intérieur sont fatiguées. Aujourd'hui, une chose est certaine, les forces qui sont à l'intérieur, je parle des organisations politiques, elles sont fatiguées. Elles n'ont plus les moyens, elles n'ont plus les ressources, elles sont considérablement affaiblies. Et donc, il faut que l'oxygène vienne de l'extérieur. Et donc, c'est cette initiative-là qui est en train d'être prise par nos frères, nos grands frères de la diaspora, qu'il faut saluer, qu'il faut encourager.
elle nous permet, cette initiative nous permet d'oublier toutes nos différences, les petits problèmes de personnes. Et j'ai dit tantôt que, oui, quelqu'un a parlé de De Gaulle, d'accord, oui, De Gaulle depuis Brazzaville et Londres aussi, sans parler des Ho Chi Minh. Ho Chi Minh était aussi en France, hein. Et donc, tous ces gens se sont organisés de l'extérieur. Ça, c'est la culture politique, ça c'est l'histoire qu'il faut avoir en tête. Et donc, aujourd'hui, il faut aller au-delà des petits problèmes de personnes pour se mettre ensemble, pour, avec un objectif commun, se défaire de la dictature. Et la diaspora a beaucoup plus intérêt à agir parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans la diaspora qui ne peuvent pas rentrer au Togo. Sauf s'ils rentrent dans les quatre planches, comme Agbome est rentré, comme Podjou est rentré. Les gens qui sont sur le terrain, bon, eux, ils sont déjà sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans la diaspora qui ne peuvent pas retrouver la terre de leurs aïeux, qui ne peuvent pas retourner chez eux tranquillement, qui ne peuvent pas décider demain, je prends un billet d'avion, je rentre au pays pour aller voir les siens. Donc, ces gens ont beaucoup plus intérêt à s'organiser. Effectivement, il y a aussi Fidel Castro, merci. Il y a ces gens ont beaucoup plus intérêt à s'organiser parce que c'est eux qui ont beaucoup plus intérêt à s'organiser pour rentrer au pays. Et donc, il ne faut pas de... Comment je dirais ça? Il y a un confrère qui dit que le Togo est dirigé par la cellule africaine de l'Élysée. Les gars, il faut oublier ce genre de choses, ce que vous racontez là. Il faut oublier ces histoires de l'Élysée qui dirige le Togo. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est Faure Gnassingbé seul qui dirige le Togo. Et je peux vous assurer que même la France n'a aucune emprise aujourd'hui sur Faure Gnassingbé. Arrêtez de raconter des histoires que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la France a placé Faure Gnassingbé, d'accord, mais Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est un pion qui échappe à tout le monde. Il a ses propres réseaux, il a développé pendant 20 ans ses propres réseaux, et même ceux qui l'ont fabriqué n'ont plus d'emprise sur lui. Quand vous avez Faure Gnassingbé aujourd'hui, autour de lui aujourd'hui, ce sont les Israéliens. Ce sont les Israéliens qui font pratiquement tout. Hein? Il faut savoir, il faut avoir les bonnes informations aujourd'hui pour savoir ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Faure, c'est quelqu'un qui a diversifié tous ses réseaux. Il est avec les Russes, il est avec les Israéliens, il est avec les Turcs, il est avec les Italiens, il est avec tout le monde. Donc, oubliez ces histoires de une cellule de l'Élysée qui dirige le Togo. Non, oubliez ça. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui a réussi à se soustraire de certaines emprises et il a construit lui-même ses propres réseaux et ce sont ses propres réseaux qui le maintiennent au pouvoir. Donc, parfois, on cherche des ennemis imaginaires pour rien. Je ne dis pas que la France n'a pas toujours des intérêts au Togo, mais je dis, il faut savoir, il faut avoir une idée réelle des forces et des réseaux de celui que vous combattez pour savoir comment est-ce qu'il a développé ces réseaux. C'est surtout ça. Et beaucoup de gens se sont trompés. Quand les Israéliens ne sont pas les Français, aujourd'hui, ceux qui font les écoutes au Togo, ceux qui traquent les opposants, ceux qui gèrent les phosphates, ce sont les Israéliens. C'est eux. Donc, il faut savoir qui sont les acteurs qui interviennent aujourd'hui dans dans le maintien du système politique au Togo pour savoir comment les combattre. Donc, quand on fait une fixation sur des partenaires parfois anciens qui n'ont plus l'emprise qu'ils avaient avant, on se trompe parfois de combat. Et donc, ça c'était pour une mise au point pour celui qui l'a dit. Et donc, il faut aller au-delà des divergences, des petits problèmes de personnes. Et on a vu ici la leçon que les gens ont donnée au monde entier. Quand vous avez un adversaire commun, même si vous ne parlez pas entre vous, vous vous mettez ensemble pour combattre cet adversaire-là. On a vu ça. Quand la menace du Front National était aux portes de Matignon ici, aux portes du pouvoir ici, on a vu les gens de la gauche, une partie des gens de la droite, les gens de LFI qui ne s'entendaient pas avec les gens de Macron. Tous ces gens, ils se sont mis ensemble. Ils n'étaient pas des meilleurs amis. Mais à partir du moment où le Front National ou le Rassemblement National était leur adversaire commun, les gens qui ne se parlaient pas, qui ne se disaient même pas bonjour, qui se tenaient même dans... qui se bousculaient entre eux au Parlement, qui se lançaient les mots d'oiseau, ces gens se sont mis ensemble pour faire barrage à l'émergence du Rassemblement National, anciennement Front National. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui s'embrassent au petit matin. Mais c'est parce que c'est des gens
qui ont compris qu'on a un adversaire commun et si on ne fait pas barrage à cet adversaire, nous sommes amenés tous à disparaître ou à avoir des problèmes. Et donc, que ce soit le parti de Macron, que ce soit le parti socialiste, que ce soit les communistes, que ce soit le parti de Mélenchon, tous ces gens-là, ils n'avaient rien de commun, mais ils se sont mis ensemble pour faire barrage au Front National. Et depuis que les élections sont finies, ils ont commencé leur chamaillerie. C'est-à-dire que leur objectif, c'était faire barrage au Front National. Le Front National est certes monté dans les résultats, mais le Front National n'a pas la majorité absolue pour prétendre gouverner. Et les gars qui se sont mis il y a 10 jours, ou bien moins de 10 jours ensemble pour faire barrage au Front National, aujourd'hui, ils ont repris leur querelle intestine pour la formation du gouvernement. C'est ça la politique. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire chez nous. Nous faisons la politique avec beaucoup de passion, beaucoup de haine, beaucoup d'émotions. Quand Dieu a mal parlé de moi un jour, je ne lui parlerai plus jamais. Kofi a fait ceci contre moi, nous sommes de l'opposition, mais je ne lui adresserai jamais la parole. Quand vous faites ça, vous faites le jeu du pouvoir, forcément. Parce que si vous avez les mêmes objectifs, vous devez, quel que soit ce qui se passe, vous entendre sur l'essentiel. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a vu comment les alliances se sont faites et défaites pendant des décennies en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo était dans une alliance avec Ouattara contre Bédié. Gbagbo avait formé, je pense que c'était le Front républicain ou quoi, avec Ouattara contre Bédié. Après, quand Bédié est tombé, Ouattara s'est mis avec Bédié contre Gbagbo. Soro était d'un côté, après il a rejoint un autre côté. Les alliances se sont faites et défaites selon les intérêts politiques. Et en Côte d'Ivoire, les gens sont amenés même à se tirer dessus. Ils ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas empêché que, après la guerre, pour les positionnements politiques, il y a eu une recomposition totale de la classe. Guillaume Soro qui était avec Ouattara pour combattre Gbagbo, mais une fois que Gbagbo est tombé, l'amitié ou le compagnonnage entre Ouattara et Guillaume Soro n'a pas duré. Ouattara a éjecté Guillaume Soro qui est aujourd'hui en exil. Guillaume Soro entre-temps s'est rapproché de Bédié et de Gbagbo. Et après, les Charles Blé Goudé qui étaient avec Gbagbo ne sont plus aussi avec Gbagbo aujourd'hui. C'est ça le jeu de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens s'entendent sur l'essentiel pour éliminer un adversaire commun. Et puis après, ils reprennent leur chamaillerie. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire au Togo. Et ça se comprend parce que pendant les 50 ans de dictature de Gnassingbé, ou bien les 60 ans de dictature de Gnassingbé, il n'y a pas eu de culture politique, il n'y a pas eu de formation politique. Les gens n'ont pas été formés à la chose politique. Du coup, les gens sont toujours dans des positions statiques, claniques. Dès que quelqu'un critique votre leader, ou dès que quelqu'un fait une remontrance à votre leader, vous ne lui adressez pas la parole, alors que vous êtes censé être du même camp. Donc, on a vu ça en France récemment. Donc, l'alliance pour le deuxième tour, où beaucoup de gens ont accepté se retirer pour qu'on puisse faire barrage au Front National, c'est ça qu'ils ont appelé le Front républicain. C'est-à-dire, on s'entend sur l'essentiel pour combattre un adversaire commun. Et c'est ça que nous devons faire au Togo. Aujourd'hui, le seul combat qui aujourd'hui doit rassembler les Togolais, c'est comment se défaire de la dictature de Faure Gnassingbé. C'est comment se défaire de l'autocrate. Parce qu'il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection pour qu'un leader dise « Oui, moi je viens à la prochaine élection présidentielle, donc si je m'associe avec Kodjo ou Kofi, Kofi va être mon concurrent dans l'opposition. » C'est pour ça que je dis le seul cadeau que M. Faure Gnassingbé a eu à faire à l'opposition avec sa nouvelle constitution, c'est d'avoir supprimé l'élection présidentielle. Et c'est cette ambition de chacun des leaders de l'opposition depuis 1990 d'être président de la République. Ce sont des ambitions légitimes. Moi, je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, qui ont fragilisé l'opposition depuis 34 ans. Parce que on n'a jamais réussi à mettre les gens ensemble. Il y avait toujours des crocs en jambes, il y avait toujours des gens qui avaient des agendas cachés. Et donc, les gens ne se sont jamais entendus pour combattre réellement, comment on appelle-t-on, le régime. Et donc, aujourd'hui que cet élément a été, je dirais, élagué par le régime lui-même, avec la nouvelle constitution, et comme on n'a plus d'élection présidentielle, il faut que les gens se réorganisent, se mettre dans un bloc républicain pour essayer de faire le maximum possible
pour dégager ce régime-là. Et donc, l'apport de la diaspora est fondamental dans ce combat-là. Donc, l'initiative portée par Kofi Yamyan, qui est un vieux de la politique en France, qui a pris sa retraite, qui est aussi engagé pour le Togo depuis la création de son mouvement. Et aujourd'hui, Kofi Yamyan peut jouer d'une retraite tranquille. Il n'a pas... il peut dire, bon, le Togo, bon, je m'en tape, hein, je reste dans ma Bretagne tranquillement. De temps en temps, je peux envoyer quelques soutiens à mes frères à Bassa, ils vont s'en sortir. Mais les gens sont attachés à leur terre d'origine. Donc aujourd'hui, à son âge, il est obligé de revenir sur le champ de la bataille pour son pays. Idem pour Jean Sylvanus Olympio, qui est un homme d'affaires assez prospère, qui a réussi dans ses affaires, et qui peut dire, bon, moi j'ai quitté le Togo très jeune, on a tué mon oncle et tout ça, je m'en fous, je peux ne pas m'engager. Et voilà, aujourd'hui, il revient parce qu'il a quelque chose du Togo en lui. Et idem pour François Bokor, qui... fait ses 20 ans en exil, qui est un consultant international, qui fait ses activités un peu partout, il peut se dire, bon, ce que je gagne avec mes consultations sur le plan international, je peux m'en sortir. Je n'ai pas envie de prendre des risques. Et c'est la même chose pour tous les Togolais. Les Togolais de la diaspora, des gens que je ne peux pas citer, des anonymes, tous ceux qui s'engagent dans cette lutte-là, les gens ont un minimum de confort. Mais leur pays passe avant tout. Donc, nous devons encourager ces gens d'initiative et nous devons faire en sorte que les divergences, les problèmes de personnes soient minimisés pour essayer de mettre en mouvement des forces assez puissantes pour pouvoir bousculer ce régime-là. Si on ne fait rien, parce que la tête de Kodjo, de Komla ne me plaît pas, Faure restera encore 40 ans au pouvoir. Tant qu'il aura la vie, il restera au pouvoir. Et on va mourir un à un. Et je ne pense pas que nous allons continuer par être bêtes en évoluant chacun dans son coin pour mourir un à un, pour qu'on envoie peut-être pour ceux qui ont les moyens leur cercueil au pays, les enterrer dans l'anonymat, ceux qui n'ont pas les moyens, on les enterre à l'extérieur, et puis bon, la vie continue. Non, on ne va pas être aussi bêtes que ça. Donc, il faut vraiment que on tire les leçons de toutes les erreurs du passé, qu'on se réorganise. L'essentiel, c'est que des initiatives soient pilotées par des gens sérieux et qu'on retourne à l'assaut parce que chacun doit rentrer chez lui. Un seul individu et son clan ne peuvent pas empêcher des millions de Togolais de rentrer dans leur pays tranquillement, de ressortir comme ils veulent. Donc, on ne peut pas laisser le Togo dans cet état à Faure Gnassingbé et à ses amis. Donc, je voulais vraiment faire un clin d'œil à cette initiative qui a été lancée par ce communiqué ces jours-ci et appeler plusieurs Togolais à rallier cette initiative-là. À rallier cette initiative et après à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour pouvoir avancer. Si les gens ne font rien, on dira oui, les gens sont là, ils ne prennent aucune initiative, ils ne font rien. Ou bien les gens sont à l'extérieur, ils ont une petite vie de confort, ils ne font rien. Ils ne font rien pour le pays. Mais les gens prennent des initiatives, il faut les encourager. Il faut les encourager. Et on ne dit pas à tout le monde de se mettre, de s'inviter dans la politique. La politique politicienne, il faut la laisser au rompu de la politique. Après, il faut que les Togolais s'intéressent à leur pays. Aujourd'hui, si rien ne change au Togo, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas investir aujourd'hui au Togo. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui au Togo qui puisse prospérer pour vous. Vous ne pouvez rien faire. Donc, tant que le régime ne va pas changer, on restera là. Donc, aujourd'hui, il y a nécessité que des gens apportent leur soutien de quelque manière que ce soit aux initiatives qui se prennent pour que notre pays puisse vraiment avancer. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous et encourager ceux qui ont pris l'initiative et leur dire que nous, comme on l'a fait quand on était sur le terrain, une fois qu'une initiative est bonne, on va la porter, on va l'encourager. Et voilà, les individualités, les égos, les problèmes de personnes, ça nous importe peu. Des gens, moi je suis important, personne n'est important dans la vie, personne n'est indispensable. Vous pouvez dormir aujourd'hui et ne pas vous réveiller demain. Donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui de positif, il faut le faire pour votre pays. Et puis avoir beaucoup d'humilité. Voilà, d'avoir beaucoup d'humilité, savoir qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde et qu'en politique, que ce soit
la popularité ou je ne sais pas quoi, l'estime, la crédibilité, parfois c'est pour un temps. Si le moment où vous l'avez, si vous ne l'exploitez pas, vous ne l'exploitez pas à bon escient, vous allez la perdre. Parce que les peuples perdent vite patience. Donc c'est ça. Et donc, moi, je pense que cette initiative de nos grands frères est encouragée. Et je le répète aujourd'hui, ceux qui ont intérêt aujourd'hui à se défaire de ce régime, c'est d'abord les gens de la diaspora. C'est d'abord les gens de la diaspora, parce que c'est eux qui ont toutes les difficultés à rentrer dans leur pays. C'est eux qui doivent s'organiser pour se défaire du régime. Et c'est le plus important. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.